Bonjour, bienvenue à la résidence de France pour cet événement tout à fait spécial, cet événement figital ou phimérique, c'est-à-dire physique et numérique, ce débat Jean Monnet qui réunit 3 consuls généraux basés à Montréal, mais avec une longue expérience européenne. Alors d'habitude, au débat Jean Monnet, nous recevons des parlementaires ou des commissaires européens qui prennent l'avion pour se rendre à Montréal. En cette ère de déplacements internationaux limités, nous avons décidé de profiter de la présence à Montréal de 3 diplomates d'expérience, 3 diplomates aguerris à la politique européenne, mais aussi familières avec la réalité québécoise pour entendre leur point de vue sur la politique européenne, mais à partir de Montréal. Le moment est opportun puisque plus tôt cette semaine, le premier ministre Justin Trudeau était à Bruxelles lui-même, physiquement présent pour un sommet entre le Canada et l'Union européenne. On aura peut-être aussi l'occasion d'en parler au cours de notre échange. Pendant cet échange, justement, vous aurez l'occasion de poser des questions dans le clavardage et à la fin du débat, dans la mesure du possible, j'essaierai d'en poser quelques-unes à mes invités. Alors, je me tourne vers ces invités, justement, Sylvia Costantini, Sophie Lagoutte, notre hôtesse ici à la résidence de France, Henrik van de Velde. Vous êtes respectivement consuls généraux de vos pays, l'Italie, la France, la Belgique. Vous êtes tous les 3 des diplomates de carrière et avant de devenir consuls généraux ici à Montréal, vous avez notamment pratiqué la diplomatie européenne, y compris à Bruxelles. Alors, j'aimerais justement qu'on commence notre entretien à Bruxelles avant de revenir un peu plus tard à Montréal, parce que vous avez tous les 3 dans votre trajectoire une très forte dimension européenne. Alors, Sylvia Costantini, Henrik van de Velde, vous avez tous les 2 travaillé au Service européen pour l'action extérieure. Vous avez, Sophie, travaillé au ministère des Affaires européennes ou de l'Europe et des Affaires étrangères à Paris. Et donc, vous avez travaillé dans différents endroits, à la fois comme diplomates nationaux et comme diplomates européens dans certains cas. Bref, vous avez croisé votre pays, l'Europe, le monde au cours de votre trajectoire. Une chose qui étonne parfois les non-européens ou ceux qui suivent la politique européenne de plus loin, c'est le fait qu'il puisse y avoir une diplomatie européenne, un service européen pour l'action extérieure, c'est-à-dire un ministère européen des Affaires étrangères. J'aimerais d'abord, peut-être en commençant par Sophie Lagoutte, vous entendre un peu sur la possibilité même d'une diplomatie européenne. Est-ce que c'est seulement 27 diplomaties nationales ou il se produit quelque chose à Bruxelles de vraiment unique? Non, il se produit vraiment quelque chose à Bruxelles qui ne remplace pas les diplomaties nationales. On est dans un moment où les 2 cohabitent en réalité et l'objectif est de lui parler dans le même sens naturellement. Mais il y a entre les États membres des valeurs, des intérêts communs et l'objectif c'est de mettre nos forces ensemble pour mieux les défendre face à des grands ensembles face auxquels les États membres individuellement pèseraient beaucoup moins. Donc c'est une réalité. Alors, si c'est une réalité vue de Paris, j'imagine que c'en était une aussi pour vous, Sylvia Costantini, au Service européen pour l'action extérieure à Bruxelles même? Tout à fait, même parce que ici on a les travailler pour la diplomatie nationale peut être aussi travailler pour la diplomatie européenne. Diplomatie, parce que l'Union européenne n'est pas encore un État, je ne dis pas encore, là je parle tout à fait avec une casquette personnelle, parce que je crois dans les États-Unis d'Europe, et donc je vois la voie fédéraliste très forte. En fait, le fait d'avoir une diplomatie commune déjà, qu'on est en train de bâtir depuis 10 ans, en fait, je suis rentrée tout au début de la naissance du service européen pour l'action extérieure, et de là on a vu, ensemble, parce qu'on a eu ce passé un peu ensemble, bâtir, en fait, on a donné notre contribution pour bâtir en fait une diplomatie européenne. Donc les différentes capitales sont en fait nos capitales respectives, mais aussi, je pense que rien ne passe dans nos capitales respectives sans que ce soit été aussi à Bruxelles. Bon, ça c'est un peu plus simple logistiquement pour la logique. Mais alors, un consensus se dégage presque un peu trop vite. Henrik van de Velde, vous étiez à Vienne et vous avez pu voir aussi, j'imagine, les difficultés de la politique étrangère européenne lorsqu'on fait face, par exemple, à la Russie ou à la Chine aujourd'hui, ou même aux États-Unis. Il n'y a pas toujours de consensus entre ces 27 pays. Donc, comment est-ce que ça fonctionne en pratique, la constitution d'une position commune européenne? Alors, il n'y a effectivement pas de consensus tout de suite a priori. Ça c'est certain. On a le réflexe, on a parfois différentes approches.
En général, quand même, plus sur la marge et sur les détails. Mais on a tout un système de coordination des positions qui est très bien huilé. Les diplomates européens, des États membres et d'ailleurs du SEE ou à l'époque de la Commission sont constamment ensemble en comité dans ce genre de contexte multilatéraux. Et c'est bien huilé, c'est-à-dire qu'à force de discussion, de se connaître, de savoir où sont les sensibilités de chacun, on arrive presque toujours à un consensus. Ce qui veut dire qu'on doit rapprocher les positions, qu'on a des textes parfois un peu alambiqués, mais nous on se comprend, et les interlocuteurs qui nous connaissent aussi nous comprennent très bien. Donc on arrive à un consensus. Mais si je peux quand même revenir sur le fait, est-ce qu'il y a 27 diplomaties ou une seule finalement? Ça dépend du point de vue. Vous êtes sociologue, j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié votre dernier livre. L'approche sociologique permet peut-être une réponse. Visuellement, pour le Canadien et même l'Européen, l'observateur, il y a très clairement 27 diplomaties. Parce qu'on vient de réseaux différents, on a une socialisation un peu différente, des réflexes, une manière parfois même de s'exprimer, de se comporter. Et là, visuellement, c'est clair qu'il y a 27 diplomaties, même plus le SAE, qui a aussi sa spécificité. Mais géopolitiquement, je trouve qu'il n'y en a qu'une. Parce que, on va dire, 90-90% des positions que nous prenons, que nous défendons, sont quasiment les mêmes. On va les présenter différemment, mais c'est la même chose. C'est ce que Sophie disait. C'est dans la même direction. Les intérêts sont communs. Donc, de ce point de vue géopolitique, c'est une diplomatie européenne. Mais l'expérience de l'observateur, visuellement, il y en a 27. On voit tout de suite la différence entre un diplomate italien et suédois. Mais au fond, c'est un langage, une approche un peu différente, mais on dit la même chose, à mon sens. Alors, pour ceux et celles qui suivent moins la politique étrangère européenne, il est important de rappeler que le consensus doit s'imposer, donc chaque État membre peut avoir un droit de veto. Et on a vu au cours des derniers mois un pays en particulier, la Hongrie, qui s'est mis un peu en porte-à-faux avec les positions européennes, notamment sur la Chine. Est-ce que c'est un véritable problème pour la diplomatie européenne, le fait qu'un État sur 27 puisse opposer son droit de veto, ou est-ce que de manière générale, on réussit quand même assez facilement à dégager des consensus ou à convaincre les récalcitrants? Je ne sais pas si, Sophie, vous avez un point de vue là-dessus. Ça complique naturellement les discussions. Par définition, s'il faut avoir 27 personnes d'accord autour de la table, c'est plus difficile de trouver le bon texte qui permet cet accord. Mais d'un autre côté, je crois que sur des sujets aussi sensibles que les affaires étrangères, qui ont été pendant des siècles vraiment l'instrument du pouvoir de l'État, retirer ce droit de veto peut finalement miner la solidité de la décision. Parce que finalement, puisqu'il y a unanimité, ça veut bien dire que tout le monde se sent lié par la décision qui est prise et va ensuite la défendre à l'extérieur. Parce que l'Union européenne, il y a toujours cette tension entre l'interne et l'externe. Quand vous disiez diplomatie européenne, à un moment, je me demandais, votre question, c'était est-ce qu'à l'intérieur de l'Europe, il y a cette diplomatie qui existe entre nous? Parce que c'est aussi de la diplomatie, la négociation intra-européenne. Et vraiment, là, on est sur la tension entre ce qu'on décide en interne pour nous-mêmes et ce qu'on projette à l'extérieur. Et l'unanimité, même si elle a des défauts, et il y a des réflexions sur la façon peut-être de l'aménager pour rendre la prise de décision plus efficace, ça reste aussi le moyen de la légitimité de la décision qui est prise et l'assurance que les États membres s'y tiendront et qu'il y aura cette 28e diplomatie qui s'ajoutera à toutes les autres et qui ne sera pas en contradiction. Et d'ailleurs, le Premier ministre Justin Trudeau, puisqu'on parlait de l'actualité, lorsqu'il va au sommet Canada-Union européenne, il rencontre non seulement différents chefs d'État et de gouvernement, mais aussi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Conseil, Charles Michel. C'est devenu, on pourrait dire, même un peu un passage obligé pour un dignitaire étranger d'aller à Bruxelles et de rencontrer les responsables européens. Vous diriez, Sylvia Costantini? Je dirais que oui, en fait. Finalement, surtout depuis le traité de Lisbonne a été en vigueur en décembre 2009, c'est normal. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les présidences, et d'ailleurs, j'ai fait partie des équipes de la présidence italienne. Je peux dire que maintenant, c'est tout à fait différent, parce que avant, c'était beaucoup plus chez les capitales, en fait, différentes. Et qu'on avait aussi une marge de négociation beaucoup plus large, comme présidence nationale, alors que surtout, en ce qui concerne les affaires étrangères, en général, la marge de manœuvre est différente parce que la plupart est préparée en fait par le seul, et donc oui, pour le président du Conseil, pour la présidente de la Commission, et donc c'est un passage obligé tout à fait.
Cela ne veut pas dire que les différents dignitaires de très haut niveau ne vont plus dans les différentes capitales, parce qu'il faut toujours dire que la force de l'Union européenne est dans la force de chacun de ses États membres, de 27. Donc c'est une grande unité Union européenne en fait très forte, mais aussi bien évidemment les différents États membres. Donc, je dirais que oui. Alors j'aimerais maintenant, avant qu'on passe à d'autres sujets, disons, de fond, vous interroger un petit peu sur vos trajectoires professionnelles et personnelles respectives. Henri, Sylvia, vous êtes tous les deux passés par le Collège d'Europe à Bruges, je crois. Et Natoline, en Pologne et en Belgique. Et Sophie, je crois que vous avez fait un diplôme franco-allemand à Sciences Po Paris. Donc vous avez tous les trois eu une expérience éducative européenne avant aussi d'occuper des fonctions en lien avec l'Europe. Mais aujourd'hui, vous êtes à Montréal, où j'imagine que l'Europe joue un rôle, mais peut-être moindre que dans les années précédentes. Est-ce que pour un ou une diplomate d'un pays membre aujourd'hui, un passage par la case Europe, c'est obligé, utile, un divertissement, Sophie? Alors, pour être tout à fait franche, moi, quand je suis rentrée au ministère, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc je savais qu'il pouvait y avoir une petite composante européenne dans mon parcours. Je me suis dit, bon, j'en ai jamais fait, je l'ai travaillé pour les concours, j'ai fait ça de façon très scolaire, j'ai appris mes manuels, mais bon, c'est quand même important, ça irrigue un peu toute notre action extérieure et aussi interne en réalité. Donc il faut que je comprenne, je fais ça 2 ans et puis je vais cocher la case, je passe à autre chose. Donc j'ai commencé à la direction de l'Union européenne et en fait je suis tombée dans la marmite. J'ai été passionnée par la construction européenne. J'étais déjà très intéressée, mais j'avais pas forcément imaginé une carrière européenne en entrant dans la carrière diplomatique. Je voulais plutôt des horizons plus lointains. Et en réalité, cette négociation permanente m'a passionnée. J'ai finalement consacré beaucoup plus d'années que les 2 années initiales prévues. Mais oui, je pense que c'est nécessaire pour comprendre le fonctionnement de nos États aujourd'hui. Mais en fait, ce que vous dites un peu, c'est que vous êtes tombé un peu par hasard et puis vous avez développé une passion. Est-ce que vous diriez que votre expérience est assez commune au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ou elle est plutôt unique? C'est très varié. Certains y rentrent pour vraiment faire beaucoup de communautaire. D'autres le découvrent un peu au hasard. J'ai travaillé avec des gens à la représentation permanente à Bruxelles qui s'imaginaient absolument pas passer par la case européenne à un moment et puis qui, au gré des affectations, n'allaient pas à Washington, finalement allaient à Bruxelles et se laissaient aussi séduire par cette très belle machine, parce que c'est quand même ça aussi. Donc voilà, ça peut être le fruit d'une détermination très forte ou au contraire du hasard le plus complet. C'est vraiment, les trajectoires sont uniques. Sylvia, et vous? Oui, je pourrais dire pratiquement la même chose, c'est-à-dire que, mais en fait, je dois dire que le Collège d'Europe a marqué en moi un changement d'attitude véritable. Parce qu'avant, j'étais, disons, assistante professeur de droit international dans l'université Gorlitz, en sciences internationales et diplomatiques. Après, j'ai eu la bourse pour aller au Collège d'Europe. Et là, je suis devenue de intergouvernementaliste à intégrationniste. Le grand débat, je pense, de l'Union européenne. C'est-à-dire que, en fait, je pense que, franchement, pour moi, en ce qui me concerne, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas avoir une diplomatie nationale sans au moins une petite touche, si ce n'est pas plus qu'une touche de l'Union européenne, donc unioniste, communautaire avant et unioniste maintenant. Et absolument, donc par exemple, ça a été un peu le hasard, donc je partage ce que Sophie dit, quand je suis entrée tout à fait après la formation initiale de 9 mois, je suis tombée, en fait c'était un vice-directeur général qui m'a piqué parce que j'avais un master d'études européennes approfondies, donc il a dit bon, il faut mettre cette nouvelle diplomate qui vient d'arriver dans notre concours à la direction générale de l'intégration européenne. Et voilà, moi, même parce qu'avant, je travaillais à la délégation de la Commission européenne à Tirana, en Albanie. Donc, quand on m'a mis à m'occuper des relations extérieures de l'Union européenne, en fait, je les faisais déjà. Et c'était normal pour un diplomate de haut niveau de dire, OK, on a quelqu'un déjà qui connaît tout, donc il va être très utile à la case, déjà, à la maison, à partir du premier jour. Et donc, je suis restée là-bas 3 ans et demi, au début de ma carrière, aussi en faisant ma résidence, et depuis lors, je n'ai jamais laissé les affaires européennes, sauf un peu peut-être au début, quand je suis allée il y a un
plus de 17 ans, comme consul d'Italie à Shanghai. Là, je plutôt un peu suivi la carrière consulaire. Et après, quand j'étais à Tunis, j'ai repris la concertation qu'on fait normalement dans les ambassades, parce qu'il faut dire qu'en fait, dans les consulats généraux, c'est un peu différent. On a la concertation européenne, mais ce n'est pas comme dans les ambassades. Évidemment, C'est informel. Voilà, c'est plutôt parce que nous, comme consul généraux, c'est plutôt des questions aussi politiques, mais pas tellement politiques, c'est plutôt administrative et tout ça. Donc cette parenthèse un peu de Chine m'a un peu éloignée. Après, la Tunisie encore, la coordination, mais surtout par exemple dans les dossiers de traite, sont aussi très importants comme les droits humains. Et après cela, même le printemps arabe m'a fait voir en fait la naissance du service européen, parce que je me rappelle que la première visite de Mme Ashton, la première autre représentante, a été en fait en Tunisie au moment du printemps arabe, et ça a été génial en fait comme une diplomate nationale a pu aider par exemple le service de presse de Mme Ashton qui venait d'être en fait créé et tout ça, et donc même la délégation à l'époque de l'Union européenne qui était plutôt encore de vieille manière, parce que le SEAE est né du 31 décembre au 1er janvier. Donc ça a été vraiment une création ex novo, disons, même si évidemment on a pris les relations extérieures, qu'il y en avait de la Commission, une partie du secrétariat du Conseil et certains diplomates sélectionnés en fait de l'Union européenne et des pays membres de l'Union européenne. Donc le fait d'avoir vu en fait la naissance et le développement, et après cela m'a donné aussi un élan pour y participer. Donc au moment où on a eu la première possibilité de rentrer dans le système, alors je pris cette chance et je suis toujours très contente de l'avoir fait. C'est différent, bien évidemment. Je pense que ce sont deux diplomaties différentes, bien évidemment, mais c'est une unique. En fait, et en général, la diplomatie, elle est très semblable. Le monde diplomatique, que ce soit en Europe, dans les Amériques, en Asie, en fait, c'est une espèce de jargon très commun, en fait, parmi les différents pays. Donc, pouvoir utiliser la connaissance aussi de la diplomatie nationale, la mettre aussi en valeur dans l'espace européen, donne quand même une vision d'ensemble vis-à-vis des pays qui sont tiers. Quand j'étais, par exemple, à la délégation de l'Union européenne en Inde, j'ai vu en fait qu'on était en train là de donner une image de l'Union européenne. Et l'une des choses qui était toujours très intéressante, c'est que, par exemple, la plupart des Indiens, quand j'allais dans les universités, tout ça, ne se rendaient pas compte qu'à l'époque, le Royaume-Uni était parti de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas l'euro et ils n'étaient pas partis de Schengen. Donc, pour les Indiens, disons, d'un certain niveau, quand même de l'université, l'Union européenne était Schengen et euro. Donc, voilà. Donc, ils voyaient juste. Ils voyaient juste. C'est ça. Mais c'est intéressant aussi parce que votre expérience à toutes les deux montre bien que la diplomatie européenne, ce ne sont pas que des Européens qui vont travailler à Bruxelles au service européen pour l'action extérieure ou dans délégations de l'Union européenne à l'extérieur, mais c'est aussi beaucoup l'Europe qui s'invite dans les ministères nationaux des affaires étrangères sur tous les dossiers portés par les pays. Surtout ça, je trouve. Surtout ça. C'est quelque chose, maintenant, ça fait 24 ans que je suis aux affaires étrangères, et ça, c'est une évolution que j'ai perçue. On passe un peu d'une diplomatie de niche. Il y avait cette caste de diplomates qui savaient tout sur l'Europe. C'était un peu un groupe à part. Et ça, c'est en train il y a encore des spécialistes, mais c'est en train de disparaître dans la mesure où tout le monde a eu affaire, d'une manière ou d'une autre, à l'Europe, là où il est, en poste. Soit parce que ils ont fait une présidence, soit parce que les dossiers étaient de plus en plus gérés en commun avec les délégations ou sur place, et même au sein de l'Union européenne, où il n'y a pas quand on a une ambassade dans un autre pays européen, où on n'a pas de coordination européenne formelle, là aussi, évidemment, avec l'Union économique et monétaire, avec tous les dossiers qu'on fait en commun, l'essentiel du travail est européen. Donc aujourd'hui, un diplomate qui a 20 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, d'une manière ou d'une autre, a une partie de son expertise qui est largement européenne. Donc cette dichotomie n'existe plus, ce qui est vraiment un signe d'intégration. Alors après ces quelques amuse-bouches, nous allons passer au plat de résistance, c'est-à-dire les grands défis qui se posent aujourd'hui à la politique européenne. Alors, j'en vois 3. Il y en a certainement d'autres que vous êtes libre d'aborder. Un premier, c'est la relance
économique. Un deuxième, la COVID, qui continue à exister, et donc la politique vaccinale. Et troisième, et on en a beaucoup parlé cette semaine au sommet Canada-Union européenne, mais aussi au sommet de l'OTAN, et c'est évidemment les grands défis géopolitiques, la Russie et la Chine. Alors, je vais vous poser quelques questions sur ces sujets, si vous le voulez bien. Mais d'abord, j'invite évidemment les personnes qui nous regardent à ne pas hésiter à inscrire leurs questions dans le clavardage sur YouTube, parce qu'on aura le temps un petit peu à la fin pour aborder certaines de ces questions. Alors, commençons peut-être par la relance économique. Et je vais adresser ma question à vous, Silvia Costantini. Bon, l'Italie a été le pays peut-être le plus touché par la crise économique. En même temps, c'est aussi le pays qui sera un des principaux bénéficiaires de ce fameux grand plan de relance Next Generation EU. On parle quand même de 12% du PIB en relance économique, c'est quand même considérable. Et ça s'est fait par le produit d'un plan commun des Européens. Et ça, je dois dire qu'en tant qu'observateur de l'Union européenne, il y a un an et 2 mois, je n'y aurais pas cru. Mais c'est en train de se mettre en place. Est-ce qu'à votre avis, les choses ont changé de manière durable? C'est ce que souhaite notamment le gouvernement italien. Ou est-ce simplement un programme ponctuel, comme semble l'indiquer le gouvernement allemand? Comment vous voyez finalement ce que certains appellent un moment hamiltonien dans l'histoire de l'Union européenne? Est-ce que ce sera un mini-moment hamiltonien ou un véritable moment hamiltonien? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui ressemble à de la péréquation à l'échelle européenne sur la prochaine décennie? Alors, je pense qu'une partie de votre question est pour moi au moins déjà un peu la réponse. Et bien évidemment, je suis un peu inclinée à voir la réponse italienne, c'est dans mon ADN bien évidemment. Je pense, il y a une chose que je pense qui est vraiment à mettre toujours en valeur dans l'Union européenne, et c'est le principe de la solidarité. La solidarité, vraiment, je pense que c'est le principe, en fait. Les pays membres sont différents, bien évidemment, ont des cultures différentes, des langues différentes et tout ça. Mais en fait, quand il y a un problème commun, là, c'est le moment véritable où on voit, comme dans une famille, en fait, on s'est mis, normalement, nous sommes habitués à se mettre autour d'une table. C'était au début physique, après, ça a été numérique, c'est-à-dire que un peu avec le numérique, parce qu'on ne pouvait pas se voir. Mais oui, on a trouvé, et bien évidemment, mon pays était aussi très touché par la Covid, parce que, en fait, c'est une chose pour laquelle je ne suis pas tellement contente, mais en fait, c'est à partir de l'Italie, 9 mars 2020, que ce qui était une émergence sanitaire de niveau international est devenu une pandémie. Et j'étais à l'époque aussi au conseil, j'étais assise avec les collègues, les autres représentants vraiment du conseil de l'OACI, et on négociait là-bas le fait qu'en fait, on était en train de passer à une pandémie. Alors, pour revenir à votre question, je pense que, pour faire une citation, l'Europe ne se peut pas bâtir en une fois seulement. Elle a été bâtie pas à pas. Et ce sont vraiment des briques d'un mur commun, d'un ensemble commun qui ont été en fait mis pour renforcer un peu le bâtiment, disons, de l'Union européenne. Je pense que, bien évidemment, il va y avoir, je pense que c'est la nature humaine aussi, quand on prend des décisions, il y a toujours un peu de repenser, il va y avoir une petite révision de ce qu'on a fait, tout ça, mais je pense qu'un gros pas a été vraiment franchi, et c'est pour le futur. Parce que le fait de mettre ensemble, de voir que c'est ensemble, on peut résoudre les problèmes qui ont une nature globale. La pandémie, elle nous a montré cela. Donc, chacun pays, un peu comme disait aussi Sophie avant, un pays tout seul ne peut pas faire face à des grands défis internationaux. Et c'est vrai qu'avec vraiment la force, et même la force de frappe, si je peux dire, de l'Union européenne, qu'on peut aller de l'avant. Donc, je pense que c'est un peut-être pas avec la même marge, parce qu'elle est énorme, c'est vraiment un grand plan de relance économique pour le futur, très important. Mais je suis sûre qu'on a trouvé vraiment une unanimité à voir que le problème d'un pays, de deux pays, d'un groupe de pays, en fait, est le problème de toute l'Union européenne ensemble. Et donc, c'est toute l'Union européenne qui trouve une solution pour aller de l'avant et toujours vraiment pour un futur toujours plus prospère pour le peuple.
Alors, Henrik van de Velde, quand on a commencé à préparer ce débat Jean Monnet, je vous avais averti que je vous interrogerais probablement sur la politique vaccinale, qui il y a quelques mois encore en Europe était très fortement critiquée. Ça me semble être moins le cas aujourd'hui, et même les Européens sont allés assez loin dans l'établissement d'un certificat vaccinal qui permettra, semble-t-il, aux personnes en Europe de voyager librement dans l'espace Schengen. Et c'est aussi, finalement, une autre réalisation de la dernière année dans l'Union européenne. Est-ce que vous êtes quand même, honnêtement, surpris que l'Union européenne ait réussi à faire adopter ce plan de relance, ait réussi à mettre en place quand même de nouvelles règles pour la circulation, ou c'est vous êtes un naturel optimiste et vous les voyez venir? Parce que nous, les observateurs, en tout cas, je dois dire qu'on est quand même assez étonnés de choses qui étaient presque impensables. On met souvent l'accent sur la paralysie européenne, sur les conflits entre les États membres, le discours sur le détricotement de l'Union européenne est omniprésent au Québec et au Canada, comme vous le savez probablement. Donc, comment vous voyez les réalisations de ces derniers mois? Qu'est-ce qui a changé vraiment les choses? Moi, je suis toujours positivement étonné par l'Union européenne. Donc, non, je peux pas dire qu'on s'y attendait, et c'est l'Union européenne, tout se passe toujours bien en effort, etc. Non, c'est pas comme ça, c'est toujours de haute lutte, c'est à chaque fois compliqué. Mais le miracle, c'est qu'on y arrive la plupart du temps. Je dis la plupart du temps, jamais à 100%. Et on voit bien que dans l'observation, qu'elle soit médiatique ou académique, et c'est naturel, on va vouloir s'intéresser aux 10% d'échecs, et les divergences. Et tout ce qui marche est pris comme acquis, c'est bien, hop, on passe à la chose suivante, et on ne l'analyse souvent plus du tout. Et là, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école parce que on a eu ce débat, et on devait l'avoir il y a encore 6 semaines. On aurait sûrement encore souligné vraiment le côté très laborieux de notre politique, etc. Aujourd'hui, l'Union européenne vaccine avec des taux très élevés, y compris, enfin dans tous les États membres. C'est ça qui est quand même dans tous les États membres, parce qu'évidemment, si on peut tout à fait imaginer que si 1, 2 ou 3 États étaient allés de leur côté, ils auraient peut-être dépassé largement même les États-Unis et d'autres pays. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, on parle de tout le bloc qui vaccine, tout en ayant exporté. Tout en ayant continué à exporter, c'est quand même, il faut le souligner, tout en développant une application pan-européenne où tout le monde va pouvoir circuler cet été, et là on trouve ça bien normal. On dit, oui, c'est normal, c'est l'Union européenne. Et ça prouve, et c'est un cas d'école, je pense, pour les étudiants qui nous écoutent, de la manière aussi dont marche l'Union européenne. C'est un petit miracle permanent, et nous sommes très chanceux, et on trouve ça normal. De temps en temps, il faut le regarder. Et c'est même pas le verre à moitié plein, c'est le verre aux 3/4 plein. Hein. Mais quand on est dedans, on doute parce que le processus est complexe, parce que la communication sur le processus est complexe. Pendant qu'on négocie, pendant qu'on essaie de trouver des solutions, il y a des retours en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. En Belgique, on appelle ça la procession de Vechternacht. C'est une espèce de procession folklorique, historique, où on fait 2 pas en avant, 2 pas en avant, 2 pas en arrière. L'Union européenne, c'est ça. Et dans cette pandémie, c'était exactement ça. Et ce processus, ce qu'on a vu, peut s'appliquer à plein d'autres problèmes, en fait. Plein d'autres problèmes. Et donc, c'est la preuve que les choses marchent la plupart du temps. Alors, Sophie Lagoutte, il y a un sujet sur lequel quand même le scepticisme continue à régner, c'est sur les ambitions géopolitiques de l'Union européenne. Je parle évidemment de la Chine, de la Russie, surtout, mais aussi on peut ajouter la Turquie. Et là, on observe un débat sémantique, et j'aimerais que vous nous l'expliquiez, entre l'autonomie stratégique et la souveraineté européenne, si je ne me trompe pas. Donc, de nouvelles façons de parler d'une forme d'indépendance géopolitique européenne. Pouvez-vous nous expliquer un peu quelle est la nature de ce débat et de l'enjeu? Je crois que les termes réveillent chez chacun de nos partenaires quelque chose d'un peu différent, et certains sont très sensibles à l'un et pas à l'autre, et inversement. Mais je crois qu'au fond, l'idée, en tout cas c'est l'idée que la France porte de façon continue, c'est la capacité de l'Union européenne à évaluer seule l'environnement dans lequel elle évolue, les menaces, les opportunités, et de pouvoir y répondre également de façon autonome. Et j'ai utilisé le terme « seul » au début, et c'était sans doute pas en réalité le bon terme, puisque c'est pas une logique d'isolement, c'est pas une volonté de se retirer notamment de nos alliances traditionnelles, avant tout l'OTAN, mais c'est de faire en sorte que l'Union européenne puisse décider en fonction de ses propres intérêts et soit en mesure ensuite de les défendre.
Et on utilise beaucoup le terme d'autonomie stratégique sur les sujets de défense, mais en réalité, il est beaucoup plus vaste. Et vous venez avec Hendrik de parler de la politique vaccinale, et je crois que la perspective française a peut-être été un peu mieux comprise par certains de nos partenaires qui jusque-là étaient très sceptiques et qui ont compris avec les vaccins ce qu'était l'autonomie stratégique. La capacité à produire sur notre sol, la capacité à maîtriser les exportations, c'est de l'autonomie stratégique. Et on a une compréhension de plus en plus vaste de ce qui est stratégique aujourd'hui. Ça peut être les infrastructures critiques, ça peut être dans le champ du numérique, on se rend compte que la maîtrise du cloud, par exemple, c'est stratégique. Donc c'est aussi un concept dont la portée s'élargit beaucoup pour sortir des seules questions de défense. Naturellement, les questions de défense sont importantes, et notamment dans un contexte où l'allié américain, qui est celui sur lequel certains États membres comptent avant toute chose, a pu sembler vouloir se retirer, en tout cas partiellement, du soutien transatlantique. Donc on s'est dit, il faut réfléchir à la façon d'agir ensemble et d'être en capacité d'agir ensemble, en ayant défini nos objectifs, nos intérêts offensifs, nos intérêts défensifs. Mais aujourd'hui, vraiment, ça va bien au-delà des seules questions de défense en réalité. Donc on parle de souveraineté ou d'autonomie. En réalité, je pense que voilà, les débats sémantiques ont une raison d'être, et il est très important dans l'Union européenne, je crois que on l'a tous vu dans notre pratique, que tenir compte des sensibilités des uns et des autres, y compris parfois sur des termes, alors que à titre national, on ne comprend pas la sensibilité de tel mot ou tel mot, mais le fait de le comprendre et d'en tenir compte, c'est aussi parfois ce qui permet de parvenir à un accord. Donc voilà, je ne m'engagerai pas dans le débat sémantique. En revanche, je crois que sur l'idée que l'Union européenne soit en mesure d'agir selon ses intérêts, c'est désormais très largement partagé. C'est un discours qui est porté par la France depuis longtemps, on peut dire, l'autonomie stratégique. Il semble en effet, et vous me corrigerez, Hendrik et Sylvia, si nous trompons, Sophie et moi, il semble davantage accepté aujourd'hui dans l'Union européenne, même s'il y a quand même encore des pays qui résistent un peu, soit par attachement aux États-Unis, soit par méfiance à l'endroit de la France, qui a parfois été soupçonnée de vouloir finalement porter elle toute seule l'autonomie stratégique par le biais de ses propres représentants. Alors qu'il y a effectivement aussi des représentants à Bruxelles, le haut représentant pour les affaires étrangères, Josep Borrell par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression, Sylvia, Hendrik, que cette méfiance à l'endroit de l'idée d'autonomie stratégique a disparu, ou en tout cas s'est estompée suffisamment pour permettre d'imaginer vraiment une Europe indépendante de ses décisions? Vraiment, le point, c'est exactement ça. C'est qu'on s'éloigne d'une conception, on peut parler d'une conception exclusivement portée sur la défense et les questions militaires. Et là, c'est une grande ouverture. Ça ne veut pas dire que le terrain est prêt aujourd'hui pour une union de défense ou une européenne, mais c'est très clair que la compréhension que la force d'une diplomatie, la force de projection, d'influence des Européens provient uniquement de la force interne. Sophie a décrit un certain nombre de domaines qui peuvent faire partie de l'autonomie stratégique, mais j'ajouterais même le respect de l'état de droit, la cohérence de nos sociétés, notre mode de vie, le bien-être chez nous, la capacité de ressort économique, nos systèmes sociaux font partie de notre autonomie stratégique. Et ça, un diplomate en poste le voit tout de suite. On n'est fort que de sa force interne. Tout le reste, c'est de la sémantique pour le coup. On est crédible que si votre société fonctionne, si vous créez de l'emploi, si les gens veulent venir chez vous, et c'est le cas, on aime venir en Europe, on veut étudier en Europe, on veut s'y installer, on aimerait vivre comme un Européen. Je ne dis pas que c'est parfait, mais on aimerait quand même, on a quand même tous envie de pouvoir vivre comme un Français en France, ou un Belge en Belgique. Je fais des compléments ici, je suis l'autre. Donc l'autonomie stratégique, c'est aussi ça. Et si on prend conscience qu'ensemble, on approfondit le marché intérieur, on a un plan de relance, on fait la transition énergétique ensemble, on a une 3e dose de vaccin, d'ailleurs, le vaccin a été commandé, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, il y a déjà la 3e dose qui est en préparation. Tout ça fait partie de notre résilience et de notre autonomie stratégique. Et ça va complètement changer le débat, je pense. On aura encore un peu de temps, mais ça va complètement changer le débat sur l'autonomie. Alors là, je suis un peu... Je prends un côté du débat, parce que quand j'étais la dernière fois en Londres ici, en fait, j'ai eu la grande chance de travailler au siège
du service européen de l'action extérieure. Et en fait, je m'occupais de la prévention du conflit armé, qui est, je pense, la quintessence, si l'on peut dire, de la diplomatie. Et là, il y a maintenant une voie européenne qu'il y a 5 ans, en fait, 10 ans, il n'y avait pas, 15 ans, il n'y avait pas, 20 ans, pas du tout. Alors que maintenant, moi, je gérais le système d'alerte préventive sur les conflits armés, et la coordination que je faisais avec plus de 100 personnes à l'Union européenne, chez l'Union européenne et avec les États membres était quelque chose qui n'était pas, on ne pouvait pas le penser il y a 10 ans. Et donc, je pense que absolument oui, on est là. Et beaucoup de sémantique, en fait, je suis très contente et ça peut remplir des dizaines et des dizaines de PhD et tout ça. Mais en fait, ce qui est l'important, c'est que la diplomatie européenne existe, elle va de l'avant, avec tous les débats internes qui sont très importants et entendre toutes les voix et voir ce qu'on peut faire comme vraiment vision finalement unique. Et surtout, dans certains domaines qui sont de la défense, on est en train de penser à créer, à avoir une force européenne plus forte dans le domaine de la défense aussi, quelque chose qui, je veux dire, c'était pas possible de penser quand je suis entrée au service européen il y a seulement 10 ans. Donc, il y a des débats qui sont toujours là et qui donnent la richesse aussi au développement de l'Union européenne. Et il y a aussi des pas en avant qu'on est en train de faire. Et la pandémie nous a montré en fait qu'on peut vraiment être fort unis. Et l'Union fait la force, l'Union italienne. Donc, l'Union de tous les États membres. Le fils de la Belgique. Voilà. Mais aussi. C'est l'union de la diversité aussi de l'Union européenne. Donc, ce sont toutes ces voix différentes et c'est la démocratie finalement. Avoir des voix différentes, ça aide toujours le débat. C'est le débat en fait qui permet d'aller de l'avant. Parce que sinon, on reste toujours avec des positions très conçues et on ne veut pas de l'avant. Donc, je pense que même du point de vue en général, je pense que pour ceux qui sont intéressés un peu à l'Union européenne, voir un peu ce qui était le développement historique de ce, excusez-moi, peut-être j'exagère, miracle européen, c'est quelque chose que je pense que mon grand-parent, s'il était toujours vivant, aurait jamais pensé. Les 2 guerres mondiales qui avaient dévasté le sol européen. Et maintenant, nous sommes là, et personne ne songerait jamais qu'il puisse y avoir quelque chose dans notre territoire unique, qui est l'Union européenne, qui n'est pas la forteresse Europe, mais qui est en fait l'union de tous les pays de l'Union européenne. Il y a quelque chose que vous avez dit sur le plan de relance en disant, il y a un an et demi, j'aurais jamais cru que ça pourrait arriver. Et je crois qu'en fait, c'est l'histoire de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, à l'origine, je pense que pour vos étudiants qui l'ont toujours connue telle qu'elle est aujourd'hui, vu leur âge, ou presque, il y a eu des petites évolutions, mais il faut se rappeler qu'à l'origine, l'Europe, c'était mettre en commun le charbon et l'acier. On est très très loin de ce qu'on fait aujourd'hui en termes de politique. Et déjà, l'idée de mettre en commun le charbon et l'acier, à l'époque, c'était, comme on dit aujourd'hui, très disruptif. Je pense qu'à l'époque, on pouvait dire que c'était utopique de dire qu'on allait réussir à mettre fin à l'idée de conflit en se contraignant, et c'est aussi l'idée de l'Union européenne, c'est la contrainte volontairement acceptée. C'est-à-dire, on se départit volontairement d'une certaine liberté au profit d'un intérêt commun supérieur. Et c'est en mettant cet abandon en commun qu'on obtient plus que ce qu'on aurait eu en restant chacun dans son coin. Et toute l'histoire de l'Union européenne, et toute l'histoire notamment des hommes politiques qui la portent, mais aussi des fonctionnaires petites mains que nous sommes et que nous avons été, c'est de croire à ce miracle, et je reprends le terme qui était déjà utilisé aussi bien par Hendrik que par Sylvia, d'essayer de remettre toujours l'ouvrage en route pour dépasser ce qui semble impossible. Et c'est vrai qu'il y a eu des évolutions majeures dans les 10 dernières années, mais peut-être pas de sauts aussi incroyables que Schengen dans les années 80. Schengen, moi je ne me rappelle pas avoir présenté ma carte d'identité pour voyager dans l'Union européenne, et quand on sort d'Europe et que d'un seul coup, j'ai notamment été en poste en Israël, quand vous passez un poste de frontière entre Israël et la Jordanie, que Hendrik connaît bien aussi, vous vous rappelez ce que c'est qu'une frontière, et ça faisait, c'était quasiment une première expérience pour moi que de passer une telle frontière
parce que ces frontières-là, elles n'existent plus en Europe. Et tout ça en 60 ans. Alors, nous avons beaucoup parlé de Bruxelles, et maintenant j'aimerais qu'on atterrisse un peu à Montréal en guise de dessert avant de passer à la période de questions avec notre public. Vous avez vécu partout dans le monde, sur tous les continents. Vous avez ici vous travaillez essentiellement sur des dossiers économiques et consulaires en tant que consuls généraux, mais vous avez aussi travaillé dans des organisations multilatérales. Et en ce qui concerne Sylvia et Henrik, vous continuez à siéger, si je ne me trompe pas, au conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale qui est basée ici à Montréal, une organisation multilatérale. J'aimerais qu'on parle, un peu par vanité peut-être, du caractère international de la ville, mais aussi du lien entre Montréal et l'Europe. Et n'hésitez pas non plus à insulter ma vanité si nécessaire. J'aimerais savoir un peu comment vous percevez le caractère international de la ville ou pas. Qu'est-ce qui vous a étonné? Qu'est-ce qui vous a agréablement surpris ou déçu depuis que vous êtes ici en tant que diplomate européen basé à Montréal? Peut-être en commençant par Henrik van de Velde. Montréal, du point de vue d'un consul général belge, la première chose, c'est que c'est la porte d'entrée sur le continent nord-américain, mais réellement physiquement. C'est-à-dire que le premier partenaire du port de Montréal, c'est le port d'Anvers. Je crois que la moitié des produits européens qui rentrent ici, c'est via Anvers et par Montréal. Donc c'est une relation très forte, et là, ça montre bien effectivement le caractère, la vocation européenne de cette ville nord-américaine. Et moi, je le sens tous les jours, de ce côté-là. Il y a très clairement aussi un aspect très nord-américain, très canadien, avec ces différentes communautés du monde entier qui sont ici, qui forment notre quotidien. On a ça un petit peu à Bruxelles, mais je pense qu'ici, c'est beaucoup plus mondial. Nous, c'est peut-être un peu plus européen. Ici, c'est vraiment mondial, et ça saute aux yeux. Donc, il y a ce caractère européen, mais ce caractère cosmopolite également. Et puis, il y a bien sûr, pour la francophonie, qui fait que il y a ces trois marqueurs qui sont présents au quotidien pour moi et qui font que c'est une ville très aimée par les Belges. On a d'ailleurs 16 000 Belges au Canada et 10 000 sont rien qu'à Montréal. C'est la première ville belge hors d'Europe en fait. Avec New York, je pense qu'on est à peu près. Donc là je crois que ça montre assez le caractère international que nous aimons. Sylvia? Moi, je peux dire seulement que j'adore. J'adore Montréal, vraiment, et je pense qu'il n'y a pas de vanité dans ce que vous disiez, parce que c'est incroyable. Et d'ailleurs, je vais avoir un problème après, parce que qu'est-ce que va être mon poste prochain après Montréal? Parce que Montréal est vraiment exceptionnellement fantastique, et le multiculturalisme. Là, ici, je ne sais jamais si je parle français, anglais ou italien, parce que nous avons en fait la plus grande communauté allophone, on dit, d'un seul pays, parce qu'en fait, la communauté italienne, elle est très grande, j'ai 41 000 enregistrés ici à Montréal, et en fait, selon les statistiques du Canada de 2016, parce que 2021, le census les résultats ne sont pas encore disponibles, seulement au Québec, j'ai 327 000 Canadiens d'origine italienne. Et dans toute la circonscription, parce que j'ai le Québec dans la circonscription consulaire, en ce qui concerne le territoire et les Atlantiques, j'ai 353 000. Ce qui veut dire qu'avec les Italiens et tout ça, c'est pratiquement 400 000 personnes qui parlent toujours l'italien. Et ça, c'est incroyable. Ce n'est pas dans d'autres villes au monde. C'est vraiment unique. C'est une ville unique, incroyable. La francophonie, elle est magnifique et j'adore. Comme je disais, je parle italien, français et anglais. Et de temps en temps, je ne me rends même pas compte quelle langue je parle. Et normalement, mes interlocuteurs aussi, je ne me rends pas compte quelle langue elles sont en train de parler. Donc c'est vraiment quelque chose, le multiculturalisme, vraiment, je pense que c'est le centre mondial du multiculturalisme et peut-être aussi un exemple à suivre et à regarder vraiment de près, parce que c'est incroyable. Point de vue économique, il y a tellement de similitudes avec l'Europe. De temps en temps, je me réveille et je dis, où suis-je? En Europe, en Italie, de temps en temps en Italie, ou est-ce que je suis au Canada et au Québec? C'est vraiment incroyable.
Ça va être difficile après Montréal. Ça va être difficile à être posté ailleurs. Mais une autre chose qui va être difficile, avant de passer la parole à Sophie Lagoutte, c'est l'Euro qui se déroule en ce moment. Parce que vous avez 400 000 Italiens, supporters, j'imagine, de l'équipe d'Italie. Bon, les Belges sont un peu moins nombreux, mais le pays est plus petit aussi. Est-ce que ça fait partie des choses aussi que vous devez gérer en tant que diplomate? La loyauté d'une partie importante de la population montréalaise à ces équipes sportives, surtout quand il y a des événements comme l'Euro en ce moment, ou vous considérez que le sport, c'est quelque chose de non diplomatique ou de non politique? Parce qu'il y a beaucoup de Français aussi. Le sport est très diplomatique. Le sport est très diplomatique et la France a même développé ces dernières années un axe de diplomatie sportive parce qu'on a vu à quel point les grandes compétitions pouvaient être des opportunités ou des défis pour les relations diplomatiques. Je n'étais pas là lors du mondial, mais je crois qu'effectivement les Français avaient emporté les Montréalais dans leur enthousiasme, et je crois que c'est ce qu'on peut souhaiter, quelle que soit l'équipe gagnante, mais c'est qu'il y ait voilà un mouvement. Et je regarde Hendrik en particulier parce que c'est un souvenir douloureux. Et je crois que toutes nos communautés en fait sont des communautés très intégrées dans le tissu montréalais, et qu'il n'y a pas de ghetto. Alors il y a Petite Italie, mais ce sont des franco-canadiens, franco-québécois, franco-montréalais. Et voilà, nous ce qu'on espère, c'est qu'ils puissent embarquer avec eux les Montréalais aussi, pour que ce soit pas une célébration juste d'une petite communauté, mais que ce soit plus large que ça. Alors, peut-être une question encore une fois sur votre expérience montréalaise. Est-ce que vous avez commencé à y répondre, mais est-ce que vous avez l'impression que lorsque vous serez amené à vivre sur un autre continent, mais peut-être aussi à retourner aux affaires européennes ou à retourner en Europe, est-ce que votre expérience montréalaise, québécoise, canadienne va avoir changé votre point de vue sur la politique européenne, Sophie? Je crois que de façon générale, quand on est à Bruxelles, à la table de négociation toute la journée, au bout de 3-4 ans, on peut être un peu gagné par le pessimisme. Parce qu'on se dit ça n'avance pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord, et c'est un peu le travers qu'évoquait Hendrik, c'est qu'on s'accroche à tout ce qu'on voudrait voir avancer et qui bloque, et on voit nos différences et on dit que ce sont des points de vue irréconciliables et qu'on va pas y arriver. Enfin voilà, on peut être atteint un peu de défaitisme. Et puis il suffit de partir en poste hors de l'Union européenne, et là d'un seul coup, on se rend compte à quel point on est européen, à quel point on est proche les uns des autres, à quel point on converge en réalité, et que c'est aussi perçu comme ça à l'extérieur. Sur les questions climatiques, par exemple, naturellement, chaque État membre a son discours, a ses actions, et c'est le rôle des diplomaties nationales de le promouvoir. Mais en réalité, ce qui compte dans les discussions internationales, c'est les objectifs de l'Union européenne, la neutralité carbone de l'Union européenne. Et là, ça a un vrai poids. Et là, vous pouvez, en mettant ces engagements-là en avant, vous pouvez peser sur les positions du pays dans lequel vous êtes. Et donc, je crois que la meilleure façon de rester européen, c'est d'en sortir un petit peu de temps en temps pour voir à quel point, pour un État tiers, et c'est vrai que moi, c'est aussi quand j'explique à des entreprises canadiennes, quand on fait de la diplomatie économique, qu'on essaie de les convaincre de s'installer ou d'investir en France. Je pense que mes collègues européens ont le même argument, c'est de leur dire mais si vous vous installez en France, vous vous installez en Europe. Et avec un État membre, vous avez accès à un marché unique. Et ils me regardent un peu sceptiques en oui, enfin quel est l'intérêt? Et ensuite, je leur explique qu'il y a moins de différence entre la France, la Croatie, la Suède et le Portugal qu'entre le Québec et l'Ontario. Et que c'est beaucoup plus simple de faire du commerce entre deux États membres qu'entre deux provinces canadiennes. Et ça a tendance à sidérer les gens quand même. Ils n'y croient pas. Il faut vraiment leur montrer, leur prouver que c'est la réalité. Et ça aussi, ça montre qu'en fait, l'Europe sert vraiment à quelque chose et qu'on a abouti à un bel ensemble cohérent et qui a une vraie utilité. Donc, voilà, pour moi, l'expérience canadienne, c'est de toujours se rappeler la valeur de l'Union européenne, ce qu'elle nous apporte, et que finalement nos partenaires étrangers voient parfois mieux que nous. Est-ce que vous allez ramener quelque chose que vous avez vu ici au Canada comme une bonne idée ou une politique publique ou une chose dont vous pensez que l'Europe pourrait s'inspirer? C'est encore un peu tôt. Je suis pas encore au rapport de fin de mission, mais oui. Sylvia, est-ce que votre expérience montréalaise, québécoise, canadienne a changé votre point de vue sur l'Europe? Oui et non.
Oui et non, dans le sens que je suis un peu, je vois toujours l'Union européenne et maintenant avec deux paires de lunettes en fait. Les paires de lunettes de l'italienne européenne qui a fait une carrière aussi dans la diplomatie européenne d'un côté, et aussi des lunettes de l'Amérique du Nord qu'avant je n'avais pas en fait. Et je trouve que aussi cette proximité qu'il y a culturelle et multiculturelle. Mais vraiment, le multiculturalisme va être, je pense, mon prochain mantra. Parce que nous avons, bien évidemment, la multiculturalité, c'est normal en Europe, mais c'est 27 pays, c'est 25 langues, ou 26 langues. Et ici, c'est plutôt 2 langues, plus, bien évidemment, les langues des autochtones. Donc, c'est un peu différent, mais c'est vraiment de grandes valeurs. Et la possibilité aussi d'avoir les multiculturalismes, le fait qu'il y a une télévision, par exemple, multiculturelle, où il y a des productions télévisées en 16 langues différentes. Je trouve ça génial. Je ne suis pas à connaissance qu'il y a une chose pareille ailleurs au monde, et je trouve ça vraiment exceptionnel parce que nous avons la même chose, sauf qu'on a des pays différents. Et on n'a pas encore, disons, des communautés d'immigration, je parle surtout de l'Italie, qui, par exemple, ont leur chaîne télévisée où ils peuvent s'exprimer dans la langue. Et je trouve ça incroyable, je n'avais jamais vu ça ailleurs, et je trouve ça vraiment une démonstration d'une grande ouverture vers le monde. Tout, et vers aussi ce qui est finalement la paix globale, parce qu'en fait c'est en se connaissant plus, en communiquant plus, qu'en fait on évite un peu les différents. Je trouve ça vraiment le multiculturalisme mon prochain mantra. Oui, ça m'aura transformé effectivement, parce que au fil de ma carrière, en fin de compte, j'avais l'impression d'avoir fait un peu de postes différents. J'étais très jeune en Afrique, et ensuite j'ai fait la Palestine, Israël et la Palestine, la Jordanie. À l'OSCE, je m'étais occupé, c'était Vienne bien sûr, mais c'était toute la région, toutes les l'hémisphère nord, le Caucase, l'Europe de l'Est, l'Asie centrale, et on a l'impression qu'on a un peu vu le monde. Et je pensais arriver ici, le Québec, c'est un peu comme la Belgique quasiment en fait, sauf que c'est en Amérique du Nord. Et finalement, je m'aperçois que les régions dont je m'étais occupé sont en fait des régions du voisinage européen. Tandis qu'ici, même si on est très proche de la langue et des origines communes, en fin de compte, c'est l'Amérique du Nord et c'est très différent. Le marché, les normes sont différentes, les études sont différentes, l'immigration est différente. Les gens viennent du continent américain ici, la plupart des communautés. Tandis que quand on est en Europe ou dans le voisinage européen, c'est toujours le même peuple qui se croise, en fin de compte. Ça tourne autour de l'Europe de l'Est, la Méditerranée, l'Afrique. Et donc, en fin de compte, on se sent quand on est en Israël, quand on est en Afrique, quand on est quelque part dans le Caucase, dans le voisinage européen. Et je ne le réalisais pas tant qu'on ne sort pas de ces sphères. Et c'est en venant ici, l'établissement géographique, qu'on s'en rend compte. Et ça, c'est la chose laquelle je reviendrai en disant, nous avons des liens transatlantiques très forts, avec une valeur, etc. Mais la sphère, on va dire, géopolitique, culturelle, c'est l'Europe et son voisinage. Et ça, maintenant, ça me saute un peu à la figure. Alors, le temps passe et nous arrivons au terme de notre échange, mais disons qu'on est à l'heure du digestif, donc on peut commencer à phosphorer un peu. J'aimerais vous poser une dernière question, peut-être un peu plus spéculative, en tout cas vous inviter à regarder dans votre boule de cristal. On a vécu quand même en Europe une année assez exceptionnelle. Il y a eu des grands événements qui étaient prévus, le Brexit par exemple, qui s'est conclu, d'autres qui ne l'étaient pas, évidemment, la pandémie et tout ce qui s'en est suivi. Vous avez observé ces choses-là avec une certaine distance, étant ici confinés comme nous à Montréal. Mais si on retourne maintenant vers l'avenir, il y a des échéances électorales très importantes, des élections en Allemagne, des élections présidentielles et législatives en France. En Italie, un nouveau gouvernement depuis quelques mois, celui de Mario Draghi, qui est une très large coalition.
La Belgique, j'ai toujours du mal à suivre la politique nationale belge, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais il y a quand même des facteurs de risque aussi à l'horizon, qui font en sorte que les choses qui se sont plutôt bien passées dans les derniers mois pourraient quand même connaître des obstacles. Qu'est-ce que vous voyez sur un horizon de 2-3 ans dans la politique européenne de manière générale? Quels sont pour vous les principaux risques ou les développements les plus probables auxquels on devrait accorder le plus d'attention comme observateur et personne intéressée par la politique européenne? Je sais pas qui veut commencer. Ma question est un peu spéculative. Qui veut se prêter à la futurologie? Peut-être en tant qu'environnementaliste très forte, je pense que la transition écologique doit être vraiment au centre de nos intérêts dans tous les domaines, parce qu'en fait, bon, je ne veux pas faire les grands débats, ouvrir des grands débats là-bas, mais en fait, la pandémie nous a appris qu'il faut vraiment prendre beaucoup plus soin de la Terre, de notre mère Terre. Donc, je pense que tout ce qui est vert, donc tout ce qui est la transition écologique de notre économie, ça doit aller encore de l'avant. Et après l'innovation, bien évidemment, mais les deux choses ils doivent aller de l'avant. Ce qui va amener du progrès et du développement économique et tout cela. Et encore, continuer dans cette grande fraternité qu'il y a entre les peuples européens en ce qui concerne la solidarité. Donc, continuer vraiment dans cet itinéraire incroyable qu'on a commencé il y a plusieurs décennies et qu'on va continuer à poursuivre. Et bien évidemment, les échéances de chaque pays électoral et tout ça vont sans doute jouer un rôle important, mais franchement, je vois que disons qu'il va y avoir des marges, mais que le grand chemin est là, il est là. Il y a toujours notre étoile et point de référence qui est l'Union européenne, et même s'il y a l'atlantisme dont on parlait et aussi d'autres défis du point de vue des relations internationales de l'Union européenne, et bien évidemment notre intérêt au voisinage, parce qu'on est là dans ce bassin qui est le bassin de la Méditerranée, et donc on est là. Je pense que voir un peu plus ce qu'il faut, on a fait à notre mère Terre, et ce qu'il faudrait faire de l'avance. Je pense que la Sylvia environnementaliste non, vous avez raison, et sur la transition énergétique et les changements climatiques, autant vous avez probablement raison de dire que les Européens pourraient en apprendre de l'expérience canadienne en matière de multiculturalisme. Je pense que l'inverse est vrai en matière de changement climatique et d'environnement. Le Canada a beaucoup de choses à apprendre de la façon dont les Européens ont réussi à mettre en place des solutions à 27, alors que nous connaissons certaines difficultés à le faire à 10 provinces et quelques territoires. Mais ça, c'est un commentaire éditorial. Henry. Oui, alors, des défis, on va dire, des risques, des défis. Très clairement, transition, bien sûr, énergétique et donc environnementale. Mais derrière tout ça, c'est la question les institutions européennes, l'Europe tous ensemble, on peut avoir un catalyseur avec ce plan de relance, etc. C'est la question de l'investissement. En gros, on a notre principal risque en Europe, qui est une Europe prospère, c'est de prendre du retard sur le point de vue technologique, sur votre puissance. Ça, on va voir, notamment dans le numérique. Et rattraper ce retard, rester à la pointe de la technologie pour le progrès, le progrès médical, le progrès dans le domaine, c'est investir dans l'éducation dans le futur. Donc ça, il faut clairement qu'on trouve un moyen pour relever le niveau d'investissement, mais c'est sur un grand débat au sein de l'Eurogroupe, et on sent que ça arrive. Tout nouveau débat que je vois poindre, c'est la question démographique. Beaucoup de déséquilibres européens proviennent d'une démographie atone. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a avec le Québec. Et on voit un début de débat là-dessus, posant la question des retraites. Et derrière la question des retraites, c'est évidemment la place de nos aînés. Et les aînés, on a vu qu'ils ont beaucoup souffert pendant la crise de Covid. C'est une vraie question. Donc un équilibre très important. Et ces deux questions, surtout la question de l'investissement, va être liée à nos relations commerciales avec les autres. Donc, dans quelle mesure ce débat qui va avoir des répercussions sur, est-ce qu'on parle de cette taxe carbone, toutes sortes de répercussions, à partir du moment où on veut internaliser et externaliser les coûts,
À partir du moment où on veut investir davantage, ça se reflètera dans la politique commerciale. Donc il y aura des frictions. Ça, je pense que ce sont les questions principales de l'Union européenne dans les années qui viennent. Sophie ? Alors, je rejoins ce qui a été dit. Moi, il y a un sujet qui me semble très important et qui est en fait l'outil de ce que Sylvia et Hendrik viennent de dire, c'est la fiscalité. Parce que la fiscalité, c'est aussi une façon de financer des actions. Et on est sur un sujet qui est à l'unanimité, donc sur lequel il est difficile d'avancer, où il y a des traditions nationales divergentes qui sont très fortes. Mais il se passe beaucoup de choses autour de nous aussi. Il y a un contexte international qui devient peut-être plus favorable. Hendrik a mentionné la taxe carbone. Il y a aussi l'idée de la taxation sur le numérique et toute la régulation du numérique de manière générale. Et je crois que c'est, en tout cas du point de vue français, du point de vue du peuple français, une attente très forte. C'était ressorti des consultations citoyennes sur l'Europe que nous avions organisées il y a un peu plus de 2 ans, avec un sentiment d'injustice. Je crois que cette crise a montré la solidarité et l'interdépendance qu'il y avait entre les États membres, mais il y a du côté de la population française l'attente de sa traduction concrète, et dans une vision très française des choses, la fiscalité est une manifestation de la solidarité. Donc je crois que ça fait partie des sujets auxquels il va vraiment falloir s'attaquer, parce que ça va être une condition aussi de la légitimité de l'action européenne pour le futur assez proche en réalité. C'était un petit peu ciblé par rapport à d'interventions, avec un peu plus de hauteur de vue, mais je crois que c'est l'outil qui va aussi permettre de débloquer pas mal d'autres sujets en réalité au niveau européen. Non, et je suis frappé dans tous les sujets que vous mentionnez aussi qui concernent aussi le Canada, et donc ce sont des sujets qui normalement devraient être l'objet d'une discussion soutenue entre les deux côtés de l'Atlantique, évidemment avec les États-Unis qui changent un peu la donne à certains égards. Alors au nom du Centre Jean Monnet, du Cerium, je vous remercie tous les trois d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Je remercie particulièrement Sophie Lagoutte de nous avoir accueillis à la résidence de France. Je ne peux résister à la tentation de vous poser une dernière question. Vos pronostics pour l'euro. Peut-être vous me voyez venir. Qui va gagner? Et ne répondez pas à votre propre pays parce que ce serait trop facile. Je vais me cacher derrière les pronostics officiels des bookmakers et tout ça. Ou en tout cas, il y a eu un logiciel, je crois, ou une intelligence artificielle de je ne sais pas quelle université, mais j'ai lu ça, qui prévoit que la Belgique gagne. C'est l'intelligence artificielle qui... Moi, je vais être très diplomatique. L'Europe va gagner. Sauf qu'il n'y a pas d'équipe européenne. Mais toutes les équipes sont européennes. Voilà, bon, c'est ça. D'accord. Voilà. On voit que vous restez en effet très diplomatique. Merci à tous les trois. Merci infiniment d'avoir été avec nous. À l'équipe technique en particulier, Auréa Stenquist et Elise Denis qui ont rendu cet événement possible. C'est la fin, mais je vous donne rendez-vous dès l'automne 2021 pour un autre événement ou une autre saison du Centre Jean Monnet qui sera soit en présentiel, soit, selon le néologisme que Silvia Costantini nous a appris aujourd'hui, en figital ou fimérique, selon l'adaptation tout à fait conforme à la langue française de Sophie Lagoutte. Donc merci beaucoup à tous les trois et bon après-midi à tous et à toutes.